Je suis Christine Noiville, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je préside le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Comme vous le savez probablement, est une instance indépendante qui a pour mission d'assurer que toute la transparence est faite en matière de sécurité nucléaire. Et c'est dans cette perspective-là, précisément, que nous avons décidé de lancer cette concertation qui nous réunit ce soir, qui va se poursuivre pendant 5 mois et demi. On reviendra sur ce point. Ce serait bien que vous éteigniez vos micros pour que je puisse parler tranquillement. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Pourquoi précisément organiser une telle concertation? Probablement, vous savez que les réacteurs de 1300 MW, puisque ce sont d'eux qu'on parle ce soir et qui sont au nombre de 20 en France, ont été mis en service au début des années 80. Donc, ils atteignent l'âge de 40 ans. Comme vous le savez probablement aussi, EDF d'une part et le gouvernement d'autre part ont annoncé leur volonté de maintenir ces réacteurs en fonctionnement, au moins pour la décennie à venir. Donc, il y a une vraie volonté industrielle et gouvernementale de poursuivre l'exploitation de ces réacteurs. Or, le passage aux 40 ans n'est pas une étape comme une autre, puisque quand les centrales nucléaires ont été initialement mises en service, elles l'ont été en prenant comme hypothèse technique de base une exploitation de 40 ans, justement. Si bien qu'aller au-delà de 40 ans, c'est peut-être une volonté de l'exploitant et du gouvernement, mais autre chose est de savoir dans quelles conditions de sûreté c'est possible de le faire pour les populations et pour l'environnement. Et dans ce contexte, il nous a semblé, à nous, HCTISN, indispensable qu'à cette étape-là, qui est une étape clé, donc, le public puisse être informé, poser des questions et éventuellement donner son avis sur le point de savoir si et comment la poursuite d'exploitation peut se faire dans des conditions de sûreté optimales. La loi ne prévoit pas que le public puisse ainsi être consulté sur ce point, mais nous, au Haut Comité, on a voulu que cela puisse être le cas. Certains s'en souviennent probablement ici. Le Haut Comité avait déjà organisé une telle concertation pour le passage aux 40 ans des réacteurs de 900 MW. Eh bien, ce qu'on ouvre aujourd'hui, c'est une concertation similaire pour les réacteurs de 1300. Alors, comment, selon quelle modalité cette concertation? Diapo suivante, s'il vous plaît. Eh bien, en faisant en sorte que le public soit associé très en amont de ce qu'on appelle le processus d'examen. Il faut avoir en tête, en effet, c'est que tous les 10 ans, la sûreté des réacteurs est réexaminée. C'est un processus qui est long, vous le voyez sur la frise qui apparaît sur l'écran. Pour les réacteurs de 1300, il a commencé ce processus en 2017, il se poursuit en ce moment, il va se poursuivre jusqu'à presque 2035. Et ce processus, il associe EDF, l'Autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Plus concrètement, diapo suivante, s'il vous plaît. Non, vous êtes allé à une diapo trop tôt. Revenez à la diapo d'avant. Plus concrètement, EDF a proposé à l'ASN ce qu'elle envisage de faire comme travaux et contrôles sur ces réacteurs, pour pouvoir continuer à les exploiter dans les meilleures conditions de sûreté. L'ASN instruit ces orientations qui sont proposées par EDF et pour ce faire, s'appuie notamment sur l'expertise de l'IRSN, qui fait des demandes complémentaires à EDF, qui a son... Non, mais il faut aller dans Team, là. Merci. Le lien Team, il est là, vous l'avez? Quelqu'un l'a mis dans... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez désactiver vos micros pour que Madame Noiville puisse continuer sa présentation? Merci. Merci. Et donc, à l'issue de ce processus d'instruction, l'ASN va se prononcer, a priori en 2026-2027, sur le programme d'amélioration de sûreté qui est proposé par EDF pour l'ensemble des réacteurs de 1300. Et puis après quoi, vous l'avez vu sur la frise tout à l'heure, la procédure va se poursuivre encore en déclinant le programme d'amélioration réacteur par réacteur. Ce qu'on a voulu, nous, au HCTISN, c'est que dès maintenant, dès cette phase-là de grandes options qui se discutent, voilà, vous avez le son normalement. Ouais, ça serait sympa. Mais le son est bon quand on... Quelqu'un a coupé Madame Noiville. Est-ce qu'on peut remettre le micro de Madame Noiville, s'il vous plaît? Vous avez désactivé votre micro, Madame Noiville? J'ai rien fait du tout. Ça y est. Ça m'a été désactivé. Je suis désolée. Vous pouvez poursuivre.
Donc, ce qu'on a voulu, nous, au HCT-ISN, c'est que dès maintenant, c'est-à-dire dès cette phase-là où vous voyez, il y a des grandes options de sûreté qui se discutent, eh bien, dès maintenant, le public puisse s'informer, questionner, avoir son mot à dire, avant donc que des choix importants soient actés par l'autorité de sûreté, et pas une fois que les choix sont faits. Et c'est évidemment d'autant plus important aujourd'hui que, vous le savez, le contexte dans lequel on se situe est absolument inédit en termes de politique énergétique. Je fais référence évidemment à la volonté politique de relancer massivement la filière nucléaire, et aussi en termes de gouvernance de la sûreté, confère le projet du gouvernement de réorganiser les choses en fusionnant l'ASN et l'IRSN. En termes de situation industrielle aussi, on pense au phénomène de corrosion sous contrainte sur certains réacteurs. Et puis, évidemment, l'accélération du dérèglement climatique aussi, qui questionne de plus en plus la capacité de résistance des infrastructures. Donc, sur toutes ces questions, je crois qu'il y a de vraies attentes des citoyens pour s'informer, pour questionner, pour faire des propositions sur la sûreté des réacteurs au-delà de 40 ans. Eh bien, c'est ce qu'il pourra faire précisément dans le cadre de cette concertation. Merci de passer à la diapo suivante. Et il pourra le faire très concrètement de 3 manières. D'abord, en allant sur la plateforme concertation nucléaire, sur laquelle vous pourrez vous informer et aussi poser toute une série de questions qui appelleront des réponses. Ensuite, un ensemble de webinaires sont prévus sur différents sujets techniques. Il y aura par exemple le changement climatique, par exemple la distribution de comprimés d'iode, mais il y en aura d'autres aussi. Et puis enfin, toute une série de rendez-vous physiques qui seront organisés auprès des centrales nucléaires par les CLI, les commissions locales d'information, que je remercie beaucoup, qui sont très, très impliquées dans cette concertation et que je remercie beaucoup d'organiser toute une série de rendez-vous auxquels vous allez pouvoir assister. Vous trouverez tous ces éléments sur la plateforme que j'ai citée tout à l'heure. Alors, à quoi ça va servir tout ça? C'est la diapo suivante, s'il vous plaît. Ça doit servir à nourrir le processus d'expertise et d'instruction de ce réexamen. Tous les acteurs qui ont organisé et vécu la concertation sur les réacteurs de 900 MW vous diront que ça a été très utile pour eux, parce qu'à la faveur des questions et des discussions avec le public, eh bien, ils ont, ASN, IRSN, EDF, adapté leurs réflexions, leurs travaux sur des questions comme le radier, la malveillance, la sous-traitance, etc., etc. Les gens qui sont sur Zoom, vous entendez le webinaire? Merci. S'il vous plaît, veuillez éviter ces interventions et coupez bien vos micros. Je vous demande un peu de discipline, on est dans un mode dégradé pour pouvoir mener ce webinaire à bien. Donc, il faut vraiment penser à couper vos micros. Concertation, ce n'est pas donc juste un exercice de style qu'on veut que ce soit. À ce stade du processus de réexamen, il y a de la place pour des réflexions, pour des discussions, pour des propositions de votre part. Et je voudrais insister sur 2 choses qu'on a mises en place pour assurer que, effectivement, votre intervention est une vraie portée. La première, c'est qu'il y a ici, derrière leur ordinateur, vous allez les entendre bientôt, 2 garants qui vont veiller effectivement à ce que les questions posées reçoivent des réponses et à ce que le débat soit sincère. Et puis ensuite, nous, au comité, et moi, présidente du haut comité, comme je l'ai fait pour la précédente concertation, eh bien, je vais demander à EDF, à l'IRSN et à l'ASN de rendre compte régulièrement devant tous les membres du haut comité de ce qu'ils font de vos questions et de vos propositions. Pour finir, et ce sont juste 2 mots sur l'objectif et le déroulé de cette première soirée. Diapo suivante, s'il vous plaît. L'objectif de ce soir, c'est vraiment de replacer la concertation qui s'ouvre dans son contexte général, dans son contexte politique, économique, institutionnel, réglementaire. Après l'intervention des garants, vous allez entendre notamment le directeur général énergie-climat, Guillaume Bouit, que je remercie, et qui va vous rappeler les grands déterminants de la politique énergétique actuelle et pourquoi le gouvernement a la volonté de poursuivre le fonctionnement des réacteurs existants. Puis ensuite, EDF, qui va expliquer pourquoi, en termes de stratégie industrielle, il a fait ce choix d'aller dans ce même sens. Et puis, une fois ce cadre général posé, on aura des présentations qui recentreront le propos sur les questions qui sont vraiment les questions de notre concertation, à savoir les questions de sûreté. Puisque vous l'avez compris, l'objet, ce n'est pas de savoir s'il est opportun en termes de stratégie énergétique de maintenir les réacteurs de 1300 en fonctionnement. C'est évidemment une question extrêmement importante qu'il n'est pas du tout interdit de poser et de discuter ce soir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'évoque maintenant.
Mais l'objet de cette concertation, le cœur de cette concertation, c'est vraiment si le Parlement entérine dans les semaines ou mois à venir la volonté gouvernementale d'un tel maintien, alors à quelles conditions de sûreté est-ce envisageable? Et c'est sur cette question-là qu'on entendra ensuite EDF, l'IRSN et ASN. Mesdames, Messieurs, croyez bien que c'est extrêmement frustrant pour moi et toute l'équipe qui a travaillé à l'organisation de cette concertation de voir comment elle débute. Mais je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne conférence et j'espère vraiment que vous pourrez questionner, discuter, proposer. Merci Madame Naville. J'invite maintenant les garants à se présenter et à présenter leur rôle avant un premier temps d'échange. Allez-y, Monsieur Laure, Madame Brévent. Oui, bonsoir à tous, c'est Madame Brévent. Bonsoir, je n'ai pas de caméra, ma caméra ne marche pas, donc vous m'entendrez, vous verrez, mais vous entendrez, mais vous ne me verrez pas. Alors, le Haut Comité et EDF, je crois, enfin, l'ensemble des organisateurs de cette concertation ont souhaité qu'elle soit placée avec, sous le regard de garant. Nous sommes deux garants, Jean-Louis Laure et puis moi-même, Claude Brévent. On est des garants de la Commission nationale du débat public. On a tous les deux une assez bonne expérience et des débats publics et des concertations, mais nous ne sommes en rien des spécialistes du nucléaire. On va travailler de la manière suivante. En fait, notre mission consiste à s'assurer que l'information qui vous est donnée est le plus complète possible, qu'elle est sincère, qu'elle est accessible également, parce qu'on est dans des domaines très techniques et il faut qu'elle soit accessible au plus grand nombre, puisque l'objectif de cette concertation, c'est de ne pas limiter cette concertation à des gens qui sont déjà très informés sur les questions nucléaires, mais bien sur le public le plus large possible. Donc c'est vraiment une mission de vigie sur la manière dont on s'adresse à vous pour vous questionner en quelque sorte. La deuxième mission, c'est d'être un peu un scribe en quelque sorte. On est témoin des échanges, mais on n'est pas seulement témoin des échanges, on va les relater. C'est-à-dire qu'on va faire remettre à la fin de cette concertation un rapport qui fera état de tout ce qui s'est dit, à sa fois les questions, les préoccupations, les adhésions, les oppositions, enfin exactement. On relatera l'ensemble de ce qui a été dit pendant ce débat. Et puis la dernière mission éventuelle, mais pas forcément inévitable, c'est d'être un recours si vous considérez que les conditions de la concertation ne sont pas satisfaisantes. On a quelques principes d'intervention qui sont des principes intentionnels. Madame Brévent, on ne vous entend plus. Peut-être que Monsieur Laure peut prendre le relais. Écoutez, je complète, effectivement. Bonsoir à toutes et à tous. Si on peut passer à la diapo suivante, ce sera la dernière et ensuite on laissera la place à la discussion. Voilà, les valeurs du débat public que nous appliquons, que nous mettons en œuvre, elles sont essentielles, bien entendu. La première, c'est l'indépendance. Nous sommes parfaitement indépendants vis-à-vis de l'ensemble des acteurs et vis-à-vis, bien sûr, du projet qui est ici mis en débat. Nous serons neutres, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'avis à donner, sinon sur les modalités de la concertation, en tout cas pas sur le projet qui est ici proposé par les porteurs de projet. Et puis nous veillerons, le public il sera attentif aussi, je crois, à ce que tout soit argumenté à la fois de la part des maîtres d'ouvrage et aussi de la part des participants. Voilà, nous vous souhaitons à toutes et à tous, en cette séance inaugurale, une très belle et une très bonne et une très utile, surtout, concertation dont nous rendrons compte à la fin. Merci. Alors, avant d'ouvrir un premier temps d'échange, je voudrais simplement vous rappeler quelques règles de fonctionnement, surtout comme on est tous connectés à un même lien Teams, de bien respecter le fait d'utiliser l'outil « Lever la main » quand vous souhaitez vous exprimer et attendre que je vous donne la parole, voilà, pour qu'on puisse éviter toute cacophonie et de bien s'écouter.
Sachant que, donc là, je vous invite à formuler des questions si vous en avez, vraiment sur le dispositif de concertation et sur le rôle des garants, sachant qu'ensuite, on va entamer les présentations vraiment plus sur le cœur de notre sujet de ce soir et qu'on aura à nouveau des temps d'échange. Donc voilà, là, si on peut prendre une ou deux questions sur le sujet de la concertation et des garants, c'est le moment, et puis ensuite, on poursuivra sur les présentations. Sachant qu'on va déborder un peu enfin, je parle sous le contrôle aussi de Madame Noisville, mais on va déborder un peu de l'horaire initial, mais pas non plus trop parce que certains ont aussi des obligations ensuite. Donc voilà, si certains ont des questions, vous pouvez lever la main sur le dispositif de concertation ou sur le rôle des garants. Donc je vois que Monsieur ou Madame Blavette a levé la main. Donc allez-y. Oui, merci. J'aurais une question très rapide à poser sur la pluralité des informations soumises au public. Il existe des tierces expertises, des bureaux d'études qui sont non institutionnels. Est-ce que cette concertation sera l'occasion de publier des avis dûment étayés? Je pourrais citer le GSIEN de Raymond et Monique Sonnet ou AS Paris pour contribuer à une information pluraliste et différenciée du public. Je vous remercie. Merci pour votre question. Je propose à Madame Noisville de répondre. Allez-y. Moi qui vous remercie. Et effectivement, c'est une question qu'on a déjà abordée avec les garants. Ça me paraît effectivement crucial de dire que sur chacune des thématiques que j'ai citées tout à l'heure, par exemple changement climatique, corrosion sous contrainte, etc., si on veut que le public puisse se faire effectivement une idée précise des questions en jeu et y réfléchir sérieusement, alors il faut lui proposer l'éventail. Chaque webinaire sera pensé au regard de cette contrainte. Et je vois une deuxième question de Monsieur Weissrock. Oui, bonsoir, merci. Je voulais savoir s'il y avait une procédure qui était en place en cas pour faire vérifier des informations qui pourraient être jugées douteuses par certains et qui pourraient être confirmées ou infirmées par des gens très compétents comme l'ASN ou l'IRSN. Et Monsieur Blavette a cité des groupes, des organismes qui ont des avis qui sont parfois oui. discutables. Merci beaucoup pour cette question qui est également une très bonne question. Pour la concertation relative au réacteur de 900 MW, on a effectivement organisé un système par lequel le public peut poser des questions ou apporter des éléments sur le site Internet. Et il y a des réponses qui sont apportées, y compris des réponses de mise au point à partir d'expertises diverses et variées. Donc, la réponse à votre question est oui. Merci pour ces premières questions et je propose qu'on passe à la présentation suivante et puis on aura d'autres temps d'échange, mais c'était vraiment pour pouvoir éclaircir le propos introductif également. Et donc, je donne maintenant la parole à Monsieur Witt pour la Direction générale de l'énergie et du climat. Je vous laisse la parole. Allez-y, monsieur. Merci, bonsoir Madame la Présidente, bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est un plaisir pour moi de vous présenter le contexte en matière de politique énergétique et en particulier s'agissant de la production d'électricité nucléaire dans lequel votre concertation se déroule. Donc on peut passer au transparent suivant. Pour rappeler, donc je vais tâcher d'aller à l'essentiel étant donné les conditions de notre réunion. Le premier point, c'est de rappeler les objectifs principaux qui sont poursuivis par le gouvernement et qui ont été dégagés dans 2 lois successives, donc au niveau législatif. La première, la loi de transition énergétique pour une croissance verte, qui a été votée en 2015, la seconde, la loi relative à l'énergie et au climat en 2019, et qui ont confirmé l'une et l'autre avec des leviers qui ont été complétés, un objectif central, et c'est sur celui-là que je souhaite insister, celui de la neutralité carbone à atteindre en 2050. Et quelque part, tous les autres objectifs peuvent être vus comme des moyens ou des stades intermédiaires pour contribuer à l'atteinte de cet objectif en 2040. Alors, vous le voyez, je ne vais pas rentrer dans le détail du commentaire de chacun des chiffres de ce transparent, mais pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faut s'appuyer d'abord, et je vais y revenir plus en détail, sur une réduction de notre consommation d'énergie assez drastique. L'enjeu, c'est de sortir de la consommation d'énergie fossile
et aussi de développer de manière extrêmement résolue les énergies renouvelables. Et donc, on peut passer au transparent suivant qui donne davantage encore d'éléments quantitatifs à ce sujet qui sont formalisés puisque les travaux se sont poursuivis depuis sous diverses formes, en particulier de multiples consultations. Ils ont abouti à la formulation d'orientation pour la stratégie française relative à l'énergie et au climat, qui ont été publiés fin novembre 2023. Et vous trouvez ce document en ligne. Il est bien entendu beaucoup plus détaillé que ce que je pourrais discuter aujourd'hui. Le premier point tout à fait central, c'est la réduction des consommations d'énergie qui est visée à hauteur donc d'une réduction de 40 à 50% entre notre consommation actuelle et celle qui est visée pour 2050, c'est tout à fait considérable. Il faut bien mesurer le défi que cela représente. Par quoi ça peut passer, ça doit passer aussi par des politiques incitatives de soutien qui mobilisent d'ailleurs un soutien public très élevé. Par exemple, on peut penser à l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments. Là, on a un dispositif comme MaPrimeRénov', par exemple, qui mobilise près de 2 milliards d'euros par an, pour donner un ordre de grandeur. Mais il y a aussi évidemment tout le champ des transports et de l'industrie qui peuvent contribuer à améliorer l'efficacité énergétique et donc viser des réductions de consommation considérables. Premier volet. Et puis le deuxième volet, c'est une modification du mix énergétique où l'enjeu, c'est de sortir de la consommation des énergies fossiles qui aujourd'hui dans notre consommation globale d'énergie représente à peu près 60% de notre consommation d'énergie. La cible, c'est d'aller à zéro. Et donc, comment on y va entre aujourd'hui et 2050? Ça doit passer par un développement de la production d'électricité et une électrification des usages, parce qu'en France, on va y revenir, notre électricité est très largement bas carbone, et il faut qu'elle le soit encore davantage. Et ça passe également par le développement des énergies renouvelables, y compris hors électricité, en particulier pour la production de chaleur. Donc toutes ces transformations qui sont extrêmement profondes, elles devront passer aussi, pour être possible, par une adaptation des réseaux énergétiques, et tout ceci en protégeant le pouvoir d'achat de nos concitoyens et la compétitivité des entreprises françaises. Donc voilà les enjeux globaux en matière énergétique. Alors maintenant, si on passe au transparent suivant, je vais revenir sur les analyses, cette fois-ci en me centrant sur le système électrique. Donc là, on fait un zoom, on était sur toute l'énergie, on passe à l'électricité. Et je souhaite revenir rapidement sur les analyses qui ont été conduites par RTE, donc le gestionnaire du réseau public d'électricité en France. Analyses qui ont été développées au terme de travaux extrêmement fournis, de concertation, d'association de toutes les parties prenantes pendant plusieurs années, et de simulation très fine du système électrique français, mais au sein du système électrique européen. Et donc, je mentionne très rapidement que toutes les simulations, en fait, elles ont même incorporé les jeux météo réels de plusieurs années pour simuler les périodes de froid, les périodes de chaud et les périodes de demande d'électricité dans chacun des points du réseau qui doit être à chaque instant équilibré. Donc ça, c'est des points de méthode qui fondent la solidité en fait des analyses présentées par RTE. Et donc RTE a dégagé 6 scénarios à l'horizon 2050 pour notre système électrique qui sont répartis en 2 groupes. Ce que je souhaite dire en entrée de jeu, c'est que l'objectif, c'est pas tant de choisir un scénario, c'est davantage de tirer des enseignements de la comparaison des scénarios. Donc, les 2 groupes que je décris, les premiers donc, qui sont labellisés M et en bleu ciel sur le transparent, se fondent en fait sur une évolution du système électrique sans nouveau programme électronucléaire, quand les scénarios qui commencent par N et qui sont présentés sur fond bleu sombre reposent sur un nouveau programme électronucléaire. Donc le premier scénario M0
vise un 100% renouvelable en 2050. Il a été simulé et donc tous ces scénarios-là bouclent, c'est-à-dire ils permettent d'assurer la sécurité d'approvisionnement énergétique. Alors parfois à certains coûts et en particulier des coûts de développement du réseau et des coûts de flexibilité pour ce qui concerne ce premier scénario 100% ENR. Ensuite on a deux autres scénarios qui, l'un privilégie le développement d'énergie renouvelable diffuse sur le territoire, donc des panneaux photovoltaïques sur les toits, des petits parcs éoliens à terre et en mer, quand le deuxième, donc le M23, se fonde sur des installations renouvelables concentrées, en particulier des grands parcs éoliens offshore ou des fermes photovoltaïques concentrées. Voilà pour la description des scénarios. Ensuite, pour les scénarios avec nouveau programme électronucléaire, le premier N1 repose sur 8 réacteurs de type EPR, donc d'une puissance de 1650 MW chacun, donc 8 réacteurs EPR supplémentaires, quand le programme N2, lui, se fonde sur 14 réacteurs EPR2 supplémentaires et le N3 donc prend ces 14 réacteurs EPR2 supplémentaires, prolonge certains des réacteurs du parc actuel au-delà de 60 ans, ce qui constitue une hypothèse très forte, et complète le mix électrique nucléaire avec quelques petits réacteurs modulaires à hauteur de quelques gigawatts de puissance. Donc voilà la description des scénarios. Ce que je veux dire de manière rapide, on pourrait bien entendu rentrer dans le détail, on n'en a malheureusement pas le temps ce soir, c'est que même dans le cas du programme nucléaire le plus ambitieux, avec une poursuite du fonctionnement de certains des réacteurs du parc existant au-delà de 60 ans, la part de la production d'électricité d'origine nucléaire dans le mix électrique atteint 50% en 2050, alors qu'aujourd'hui, elle est d'environ 70%. Donc même avec le programme électronucléaire le plus ambitieux et la limitation qui a été prise à 14 réacteurs EPR2, elle résulte de ce qu'ont indiqué comme rythme maximal les industriels lorsqu'ils ont été consultés. Même dans ce cas, on arriverait en fait à une part d'électricité de 50% d'origine nucléaire dans le mix en 2050, avec en fait un maintien peu ou prou de la puissance installée, alors que, on l'a vu, le besoin en électricité va augmenter, c'est ce qui explique ces questions relatives. Donc je poursuis en rappelant ce qu'a indiqué déjà Madame Noiville donc sur le slide suivant, que l'un des enjeux du parc nucléaire, c'est donc il tient à la mise en service assez ramassée, donc Madame Noiville l'a dit, pour les réacteurs de 1300 MW, mais ça vaut aussi de manière plus globale pour tous les réacteurs du parc actuel qui en fait ont été mis en service entre le milieu des années 70 et la fin des années 80 pour l'essentiel. Il y a quelques réacteurs qui ont été mis en service au milieu des années 90, mais très peu. Et donc, dans cette période relativement courte d'une vingtaine d'années, si chacun avait une durée de fonctionnement identique, eh bien on devrait se préparer à devoir s'adapter à leur arrêt dans la même période de temps, quelle que soit sa localisation en fait plus ou moins proche. Par ailleurs, donc là vous avez un diagramme qui a été préparé par RTE sur la base de la programmation pluriannuelle de l'énergie actuelle, mais comme l'a indiqué Madame Noiville, le gouvernement souhaite autant que possible que les réacteurs en fonctionnement puissent continuer ce fonctionnement tant que toutes les exigences applicables en matière de sûreté nucléaire resteront vérifiées. Ça on n'écarte pas la question qui devra être résolue de la manière dont on prépare le renouvellement de ces réacteurs. Et d'ailleurs, si on dézoome, si on met aussi les centrales thermiques dans l'analyse, d'ici 2050, c'est tout le système électrique en pratique qui sera renouvelé pour l'essentiel. Et donc, il y a vraiment un enjeu en matière de nouveaux programmes nucléaires. Ça, c'est un premier point. Et par ailleurs, je vais y venir en fait de développement des énergies renouvelables. Et c'est ça que je voulais souligner en fait grâce au transparent suivant, c'est que de toute manière,
Et ça, c'est l'une des leçons de comparaison des scénarios de RTE. Il faudra un fort développement des énergies renouvelables pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais quand on regarde plus précisément le rythme de développement qui est nécessaire dans chacun des scénarios, on se rend compte, alors là je suis désolé, mais les graphiques font que l'ordre des scénarios est renversé par rapport à la planche de présentation que j'utilisais. Donc les premiers scénarios, là, donc qui commencent par un N, c'est ceux où il y a un nouveau programme nucléaire d'ampleur plus ou moins grande, et elle est plus grande dans le premier scénario qui apparaît ici, c'est le N03. On voit, et c'est tout à fait cohérent, qu'on a moins besoin de développer vite les énergies renouvelables, mais ce qu'on peut constater, c'est que même dans ce scénario le plus nucléarisé, le rythme de développement, par exemple, si on prend le rythme de développement nécessaire des panneaux photovoltaïques, donc qui sont représentés en orange sur ce graphique, donc le graphique en haut à droite, on voit que le rythme de développement devrait être supérieur entre 2020 et 2050 au rythme moyen qu'on a atteint en France entre 2009 et 2020, et pourtant on en a fait un certain nombre de panneaux photovoltaïques en France, et il faudrait en fait atteindre notre meilleure performance qui a été celle de 2011. Le même type d'analyse peut être fait pour les autres types d'énergie renouvelables, en particulier l'éolien en mer, pour lequel en France jusqu'ici on n'a pas fait de projet, on vient juste de mettre en service notre premier parc éolien en mer, mais on voit que dans chacun des scénarios, en fait, il va falloir qu'on fasse évidemment bien mieux que ce qu'on a fait historiquement, mais aussi mieux que ce que les meilleurs pays européens ont atteint en moyenne sur les années précédentes. Donc c'est ce qui explique l'analyse du gouvernement selon laquelle un programme nucléaire nouveau permet de fiabiliser la trajectoire énergétique de notre pays dans les années qui viennent. Si on devait s'en passer, les rythmes de développement d'énergie renouvelable qui seraient nécessaires en matière industrielle, donc de déploiement industriel, seraient extrêmement ambitieux, voire irréalistes ou très risqués lorsqu'on compare aux performances des meilleurs pays européens en la matière. Donc, c'est l'essentiel de l'analyse que je souhaitais partager avec vous. Je souhaite également rappeler, mais de manière très rapide, le contexte politique sur le slide suivant, s'agissant de la relance de la politique nucléaire. Le président de la République a souhaité présider lui-même des conseils de politique nucléaire à intervalles réguliers. Il y en a 2 par an qui impulsent les directions en matière de travaux administratifs et de préparation, le cas échéant, de travaux législatifs, mais ça va bien au-delà. Il y a des travaux qui sont lancés pour préparer les perspectives de poursuite de fonctionnement des réacteurs électronucléaires au-delà de 50 et de 60 ans. Là, dans le cadre de la concertation, on examine le réexamen de sûreté au-delà de 40 ans. Et là, c'est préparer la visibilité au-delà de 50 et de 60 ans parce qu'on en a besoin. Je pense que les analyses que j'ai évoquées en début de présentation le montrent, on en a besoin pour se projeter à l'horizon 2050. Par ailleurs, pour nous donner les moyens de cette ambition renouvelée en matière nucléaire, le rôle et les ressources du CEA vont être renforcés. Le CEA a également obtenu une confirmation de la poursuite de la construction du réacteur de recherche Vulorowitz, qui sera important pour préparer en particulier l'analyse du vieillissement des réacteurs actuels, la préparation donc de leur poursuite de fonctionnement, le cas échéant au-delà de 50 et 60 ans. C'est un outil de recherche important. Par ailleurs, le dernier conseil de politique nucléaire qui s'est tenu l'été dernier a confirmé le choix du site de Bugey pour la construction de la 3e paire de PR2 après les premiers sites que seront Penly d'abord, puis Gravelines, donc pour accueillir ce nouveau programme nucléaire. Et puis par ailleurs, le gouvernement est particulièrement attentif au développement des compétences dans le secteur nucléaire et au fait qu'elles soient suffisantes pour mettre en œuvre le nouveau programme. Il peut s'appuyer sur une étude qu'a réalisée la filière qui s'appelle Match, qui est publié, que vous pouvez, dont vous pouvez également retrouver les conclusions sur Internet. Pour mettre en œuvre le nouveau programme électronucléaire, le gouvernement a aussi souhaité renforcer la supervision qu'il exerce sur la maîtrise d'ouvrage d'EDF via
une délégation interministérielle dédiée au nouveau nucléaire qui conduit actuellement une revue de maturité du programme. Je m'en tiens là. Il y a également des actions internationales qui sont conduites. Voilà l'essentiel du contexte que je souhaitais partager avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Bouit. Et sans plus attendre, je vais donner la parole pour poursuivre cette mise en contexte générale à Madame Pellet d'EDF et que j'invite également à la concision pour qu'on puisse ouvrir un nouveau temps d'échange ensuite. Madame Pellet, vous êtes toujours avec nous? Bonsoir Madame la Présidente, bonsoir Mesdames et Messieurs, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bien. Donc, comme vous l'avez précisé, avant d'aborder de façon détaillée le programme du 4e réexamen périodique des réacteurs de 1300 MW dans la séquence qui va venir, je vais vous présenter en premier lieu la stratégie industrielle d'EDF concernant l'exploitation du parc nucléaire actuel dans la durée et donc le contexte dans lequel s'inscrit ce 4e réexamen périodique. Merci de passer à la page suivante. Donc, comme vous le savez, le nucléaire constitue un atout majeur pour atteindre l'objectif que s'est fixé la France en termes de neutralité carbone à l'horizon 2050, tel que M. Bouit vient de le rappeler. Et c'est bien dans ce cadre qu'EDF construit sa stratégie industrielle et consolide la place de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique français. Avec d'une part la poursuite d'exploitation du parc nucléaire actuel, c'est ce qui va nous occuper ce soir, et d'autre part, bien sûr, la création de nouveaux moyens de production avec le projet de construction de 3 paires de réacteurs EPR2 pour faire face à la croissance des usages électriques. C'est le premier axe qui constitue ce que EDF appelle le programme Grand Carénage, qui a été décidé en 2015 pour piloter l'ensemble des actions qui contribuent à la poursuite d'exploitation des réacteurs existants. Page suivante, s'il vous plaît. Donc, toutes les études qui ont été conduites actuellement montrent que la poursuite d'exploitation du parc nucléaire actuel constitue le moyen le plus économique pour assurer une production d'électricité pilotable, et c'est important, décarbonée au service de la transition énergétique du pays. Et c'est également un élément majeur en termes de souveraineté et d'indépendance énergétique. Dans ce cadre-là, l'objectif d'EDF, c'est bien de poursuivre l'exploitation des 56 réacteurs qui sont actuellement en exploitation pour aller significativement au-delà de 40 ans, et ceci, bien évidemment, dans les meilleures conditions de sûreté, puisque, vous le savez, EDF ne décide pas tout seul de ses objectifs de poursuite de l'exploitation du parc. Bien évidemment, l'autorité de sûreté nucléaire exerce sa mission de contrôle, et les réexamens périodiques qui ont lieu tous les 10 ans, dont on va parler dans la séquence à venir, sont un moment important dans ce processus de contrôle. En effet, vous le voyez dans le petit encadrement, la loi française actuellement ne fixe pas de durée maximale de fonctionnement lorsqu'on crée un réacteur nucléaire. Ce n'est pas spécifié à la différence d'autres pays. Par contre, tous les 10 ans, la loi nous impose de faire un réexamen périodique à l'issue duquel l'autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'aptitude de chaque réacteur à poursuivre son exploitation pour les 10 années qui suivent. Je ne vais pas détailler plus en avant ce processus-là, puisque ce sera l'objet de la deuxième séquence de notre réunion. Page suivante, s'il vous plaît. Donc, une carte de France pour que vous visualisiez à peu près l'implantation des différents réacteurs. Vous avez sur la carte les 56 réacteurs en exploitation actuellement au sein du parc d'EDF. Ils sont regroupés sur 18 sites qui sont à peu près répartis sur l'ensemble du territoire. Pour ce qui concerne le palier 1300 MW qui nous occupe ce soir, sur la carte, ce sont les sites qui sont indiqués sur fond rouge. Donc, vous voyez que ça concerne 20 réacteurs qui sont regroupés sur 8 sites. Si on part du sud de la France, vous voyez Golfech sur la Garonne tout en bas, ensuite Saint-Alban à côté de Lyon, Belleville sur la Loire, Nogent sur la Seine, tout là-haut en haut à droite, Cattenom en Moselle, et enfin les 3 sites qui sont sur le bord de Manche, Flamanville, Palluel et Panly. Page suivante. Voilà, alors je vous ai expliqué que l'ensemble des actions que EDF poursuit met en œuvre pour la poursuite d'exploitation du parc nucléaire s'inscrit dans un programme
qui s'appelle donc le programme Grand Carénage. Et je vais vous présenter de façon plus détaillée en quoi consiste ce programme Grand Carénage. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il a été créé en 2015 et validé par le conseil d'administration d'EDF pour effectivement piloter l'ensemble des actions qui concourent à la poursuite d'exploitation des réacteurs. Et ce programme Grand Carénage a été confirmé dans ses missions qui ont été étendues en mars 2022, puisque le conseil d'administration d'EDF lui a donné mandat pour poursuivre son action sur la période 2022-2028, qui constitue une marque forte de l'engagement d'EDF à investir sur le long terme dans le parc existant. Le programme Grand Carénage a 3 objectifs majeurs. Comme je l'ai dit, sa première mission consiste à permettre la poursuite de l'exploitation significativement au-delà de 40 ans. Mais bien évidemment, tout cela s'inscrit dans notre mission de producteur d'électricité et de services publics. Donc, il faut qu'on puisse aussi permettre au parc d'atteindre ses objectifs de production en toute sûreté. Et enfin, bien évidemment, le 3e objectif, c'est qu'on respecte et qu'on optimise la trajectoire financière des investissements et des opérations de maintenance exceptionnelles que le programme Grand Carénage réalise. Voilà pour les 3 grands objectifs du programme. Et concrètement, le programme Grand Carénage, c'est quoi? Le programme Grand Carénage, ce sont des projets. Ce sont 15 projets qui visent à préparer et à réaliser des modifications sur les installations ou des opérations de maintenance de grande ampleur pour améliorer la sûreté des réacteurs et permettre effectivement de poursuivre l'exploitation de ces réacteurs. De façon extrêmement synthétique, je ne vais pas détailler les 15 projets qui contribuent à cet objectif. Il y a 4 grandes familles de projets. Des projets qui sont liés à des réexamens périodiques, donc qui permettent tous les 10 ans à ce que chaque réacteur franchisse effectivement ce cap en répondant d'une part aux exigences réglementaires, en faisant progresser la sûreté et en démontrant l'aptitude de chaque réacteur à prolonger son exploitation pour 10 ans de plus. La 2e famille de projets, c'est pour répondre aux agressions. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des agressions? Ce sont généralement, on va dire, des phénomènes externes tels que les séismes, les inondations, les tempêtes. On réalise de façon régulière des modifications complémentaires de nos installations pour améliorer la résistance des réacteurs à ces phénomènes. Et c'est notamment dans le cadre de cette famille de projets qu'on a réalisé l'ensemble des modifications qui sont issues des enseignements de l'accident de Fukushima en 2011. 3e famille de projets, les remplacements et la rénovation de gros composants, parce que bien évidemment, les matériels peuvent s'user, c'est lié à leur fonctionnement normal. Et donc, on réalise de façon régulière des remplacements de gros composants tels que les générateurs de vapeur, les groupes turbo-alternateurs qui produisent l'électricité, puisqu'il est important effectivement de pouvoir entretenir parfaitement ces matériels. Et enfin, dernière famille de projets, ce qu'on appelle les projets portefeuille. Alors, ils portent des affaires qui sont beaucoup plus simples, plus élémentaires, et ils visent notamment à permettre de garantir la mise en conformité de nos installations par rapport à la réglementation. Là, par exemple, j'ai cité le fait que la réglementation nous impose de nouvelles exigences, par exemple, par rapport aux risques chimiques pour les travailleurs. Eh bien, ce sont ces projets portefeuilles qui réalisent les modifications nécessaires par rapport à cette nouvelle réglementation. Page suivante, s'il vous plaît. Et en quelques mots, est-ce que c'est possible de condenser un peu, parce qu'on arrive au bout du temps de parole, si D'accord, je vais condenser. Il est important d'avoir en tête, au-delà de la dimension technique que je viens de préciser, c'est que le programme Grand Carénage, c'est aussi un enjeu humain majeur dans le cadre du renouvellement des compétences que l'on vit actuellement. D'un point de vue interne EDF, c'est plus de 6000 personnes qui travaillent pour le programme Grand Carénage et vis-à-vis de nos partenaires externes, il y a plus de 1000 entreprises qui travaillent avec nous. Ça représente 44 000 emplois qui sont répartis sur tout le territoire. Et effectivement, comme on est sur des investissements de long terme, on a pu, sur l'ensemble du territoire, développer des partenariats avec des entreprises qui nous connaissent bien et donc qui sont aussi à même d'investir sur le long terme dans des opérations conjointes avec nous. Et on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. En termes de bilan, très rapidement, où en est le programme Grand Carénage? Merci. Depuis 2015, on a donc conduit au niveau du programme Grand Carénage la réalisation d'une 50aine de visites décennales
que ce soit les 4e visites décennales du palier 900 MW. Il y en a 12 qui sont réalisées actuellement pour 32 réacteurs, 7 qui sont actuellement en cours. Le palier 1300 MW qui nous occupe ce soir, 17 réacteurs ont déjà réalisé leur 3e visite décennale sur les 20 totales du palier. Et sur le palier 1450 MW, on en est au stade des VD2 qui sont terminés. La famille des projets qui relèvent des agressions, on peut absolument souligner, c'est l'ensemble des modifications qui ont été réalisées par rapport aux risques identifiés après l'accident de Fukushima. Donc, ça représente notamment la construction des diesels d'ultime secours et d'une source d'eau ultime. Page suivante, s'il vous plaît. Et je n'y reviendrai pas plus. Pour les projets qui remplacent les gros composants, on a remplacé des composants d'alternateurs, des composants concernant l'évacuation d'énergie, etc. Et enfin, on a également conduit des projets d'amélioration de la performance du parc et de maintien en conformité avec la réglementation environnementale. Et pour terminer, quelques mots sur le futur. Slide suivante, s'il vous plaît. Le futur, il a donc été initié par le conseil d'administration d'EDF en mars 2022, notamment pour intégrer l'avis générique de l'autorité de sûreté nucléaire sur les VD4 900, qui est paru en février 2021. Et il nous donne mandat, côté programme Grand Carénage, pour poursuivre la réalisation des 4e visites décennales du palier 900 MW, également pour finaliser les études et engager la réalisation des 4e visites décennales sur le palier 1300 MW, qui est l'objet de cette concertation. Et ensuite, on réalisera un petit peu plus tard les 3e visites décennales du palier 1450 MW. Et on a également ouvert les études préliminaires à la poursuite d'exploitation des réacteurs de 900 MW au-delà de 50 ans pour les 10 années supplémentaires. J'en ai terminé. Je vous remercie. Merci pour cette mise en contexte à deux voix et merci pour cet effort de concision. Et je me tourne à nouveau vers les participants donc pour prendre des questions avec les mêmes recommandations de bien lever la main avant de prendre la parole, de penser à fermer son micro ensuite. J'ai vu qu'il y a également quelques questions dans le chat, mais comme je vous le disais, je donne la parole en priorité à ceux qui prennent la parole à l'oral. Alors, je vois que M. Blavet a à nouveau une question. Vous avez déjà parlé, donc peut-être que quelqu'un d'autre voudrait s'exprimer avant que je vous donne la parole. Sinon allez-y, monsieur. Oui, j'ai l'impression que l'on sort à peine des VD3 et du grand carénage, en particulier chez nous en Normandie. Monsieur Bouy, dans ses anciennes fonctions, avait bien suivi tous ces dossiers. Est-ce qu'il serait possible de commencer notre concertation par un bilan de ce que vous avez fait, de ce que vous avez pu faire, en espérant une complète transparence de votre part, parce qu'il se trouve qu'à Paluel, ça a été difficile pour vous. Quels enseignements vous tirez de ce REX VD3 Est-ce que cela va vous amener à, excusez-moi, à des meilleures pratiques, en tout cas à éviter des problèmes quand même pour le moins notables? Et une question, mais Coralie l'a abordée, on a été particulièrement touché ici en Normandie, de Flamanville jusqu'à Panly par Ciaran. Il est bien de renforcer la robustesse des installations face aux agressions. Là, je vous rejoins complètement, madame, mais on est en train de changer d'époque. Et comment vous faites face au changement climatique? Je crois que cet aspect a été recommandé aussi par les sénateurs lorsqu'ils ont étudié la loi d'accélération du nucléaire. Donc, moi, je considère que le bilan des VD3 n'est pas complètement positif. Comment on peut aller plus loin et mieux sans rentrer dans un débat sur pour ou contre le nucléaire? Ce n'est pas l'objet de la réunion ce soir. Merci pour ces questions sur les retours d'expérience tirés. Je vais donner la parole à deux autres personnes et puis ensuite, je redonnerai la parole aux intervenants pour vous répondre. Donc, il y a M. Flucher qui a levé la main ensuite. Allez-y. Oui, j'avais oublié de débloquer mon micro. Vous m'entendez? Bien. Oui, on vous entend bien. Allez-y, monsieur. Moi, je suis un ancien ingénieur retraité du nucléaire. J'ai passé pendant 25 ans, j'ai travaillé dans le nucléaire, à la fois à l'exploitation, à la direction de centrale et également à la formation de l'ensemble des personnels qui allaient démarrer. Donc, moi, j'aurais d'autres questions, mais la première question que je voulais poser,
il aurait fallu, me semble-t-il, préciser que le grand carénage visait à nous rapprocher le plus possible du niveau de sûreté de la 3e génération, c'est-à-dire de l'EPR. Et que ça a été une ligne de conduite entre EDF, dans les discussions entre EDF et l'ASN. La deuxième partie, c'est je voudrais savoir si on aura tous les slides qui ont été passés ce soir dans le compte rendu. Okay. Et je crois que j'aurai d'autres choses à dire, mais dans les autres réunions, sur l'équilibre à trouver entre l'ajout de systèmes de sûreté et la complexité croissante des installations qui posent un problème pour les facteurs humains. Merci. D'accord. Merci, monsieur. Et j'avais vu une main levée, c'était Lila Prestige. Je ne sais pas si vous l'avez rebaissée entre-temps, mais est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Bonsoir tout le monde. Alors, moi, j'avais 2 questions, mais elles sont liées. Alors, la première question, on parle beaucoup de sûreté, c'est une très bonne chose. Donc, au-delà des 40 ans de la centrale, et je vais venir donc sur la centrale de Tricastin qui a obtenu les 10 ans en plus, et je l'en félicite. Cependant, on parle très rarement de la sécurité. La sécurité quand même des sites nucléaires avec les temps qui courent et tout ce qu'on a connu ici en France avec les attentats interroge quand même. Pour avoir travaillé moi-même à la centrale de Tricastin, ma question est la sous-traitance. Donc, j'ai travaillé en qualité de sous-traitante. Le service BDS, donc le bureau de sûreté, de sécurité, pardon, est jamais contrôlé. Voilà. Jamais de contrôle de l'ASN, jamais de contrôle sur la vérification des retours du COSEN. Le COSEN, c'est quand même un service assermenté des forces de l'ordre qu'on a mis en place après les attentats, qui atterrissent dans les mains donc de quelqu'un, prestataire, qui n'est pas assermenté, qui n'est pas habilité et qui peut bloquer, débloquer forcément les interdits de site ou pas. Il y a des procédures qui sont en place, hein, sauf que ces procédures ne sont pas respectées. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, donc, le service donc, du BDS est en partie sous-traité. Il y a la partie EDF, hein, et il y a la partie sous-traitance. Donc, c'est pour ça que j'interpelle sur ces retours d'enquête, quand même importants, qui ne tombent même pas entre les mains du PSPG. C'est une question que je me suis toujours posée en travaillant à la centrale de Tricastin. La sous-traitance aussi, est important de savoir, qui est quand même majoritaire dans les centrales nucléaires, travaille de plus en plus avec un marché public au moins 10 ans. Moins 10 ans signifie au plus offrant. Donc nous avons là maintenant de plus en plus des employeurs qui arrivent et qui mettent des conditions de travail très difficiles sur les travailleurs donc, de la sous-traitance qui sont en grande majorité en situation de précarité. Donc ma question est, est-ce que EDF va continuer à ouvrir un marché public au moins 10 ans de plus en plus, c'est-à-dire donc avec des moyens minimes, alors qu'on a besoin de renforcer la sécurité. Et Tricastin ayant ici, madame, s'il vous plaît, qu'on puisse passer la parole à d'autres personnes. Allez-y. Tricastin ayant fait l'objet de plusieurs affaires, donc tout le monde connaît, je propose, enfin en tous les cas je ne suis pas la seule à le proposer, cette centrale devrait être quand même mise sous un contrôle renforcé. Avec tout ce qui s'est passé, nous ne sommes pas rassurés. C'est entendu, merci pour votre question également. Donc on a 3 questions qui je pense peuvent amener des réponses en partie d'EDF mais peut-être aussi d'autres intervenants. Est-ce que je peux vous repasser la parole, Madame Pellet, pour certaines des réponses? Ou est-ce que un autre intervenant souhaite prendre la parole en réponse? Allez-y. Oui, donc si j'ai bien noté dans l'ordre des interventions, la première question portait sur le REX que nous avons tiré des VD3 1300. Alors,
le fait de tirer les enseignements de chaque grosse opération qu'on est conduit à réaliser sur le parc d'exploitation, ça fait partie de nos pratiques de travail. Donc oui, bien évidemment, tout ce qu'on a fait au titre de la VD3 1300, on l'a analysé, on a regardé ce qui avait marché, ce qui avait moins bien marché pour en tirer les enseignements de telle sorte à ce que ça permette de nous améliorer sur les réexamens suivants. Donc, bien sûr que l'ensemble des opérations qu'on a conduites dans le cadre de la VD3 1300 fait l'objet d'un REX. Dans ce cadre-là, j'ai noté qu'il y avait une question également sur le changement climatique. Alors, il sera développé bien plus en avant dans la séquence à venir sur le contenu du 4e réexamen périodique. C'est pour ça que je ne l'ai pas abordé dans le détail. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le changement climatique, il est pris en compte à chaque réexamen périodique. Pas uniquement maintenant, alors qu'effectivement, on le vit nous-mêmes directement au quotidien. C'est une exigence de la loi depuis bien longtemps et à chaque réexamen périodique, on réexamine notamment le risque de canicule, le risque de tempête, de telle sorte à regarder si ce risque est plus élevé et à pouvoir de modifier l'installation pour améliorer sa résistance à tel ou tel phénomène. Et notamment en VD3 1300, on a réalisé déjà un certain nombre de modifications pour améliorer la résistance des installations au grand chaud. On a rajouté des groupes froids, on a augmenté des débits de ventilation en VD3 1300 précisément dans cet objectif. Mais comme on est dans un processus d'amélioration continue, c'est-à-dire que tous les 10 ans, on se réinterroge, à l'occasion du 4e réexamen périodique, mais on va en parler de façon plus détaillée tout de suite, à l'occasion du 4e réexamen périodique, bien évidemment, on intégrera les derniers enseignements des études en termes de réchauffement climatique et ça nous conduira à prendre, si nécessaire, des décisions pour modifier les installations pour améliorer leur résistance. Donc oui, c'est tout à fait pris en compte. Et les tempêtes qui sont survenues récemment sur la Manche, c'est également pris en compte, bien évidemment. On a une organisation qu'on appelle de veille climatique qui vise en permanence à suivre l'ensemble des événements climatiques qui affectent le pays, de telle sorte à ce qu'on puisse identifier si certains présentent des particularités, si leur intensité est plus forte que d'autres. Pour qu'on capte ces phénomènes, on les intègre dans nos études, en plus de ce que l'on peut prendre en considération, par exemple, sur les scénarios du GIEC. Vous savez, le groupe d'experts internationaux qui prévoit un certain nombre de scénarios de réchauffement. C'est l'ensemble de ces éléments, à la fois ce qui survient sur le territoire français, mais également les études disponibles au niveau international que nous utilisons pour faire nos études et prévoir les modifications nécessaires pour améliorer la robustesse des réacteurs aux agressions climatiques. La troisième question portait sur les objectifs de sûreté alors du programme Grand Carénage. Alors, je vais apporter une petite précision. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Nous tendons bien à avoir des objectifs les plus proches possibles des réacteurs les plus récents, donc les réacteurs EPR. Mais ce n'est pas l'objectif du programme Grand Carénage en lui-même. Le programme Grand Carénage, c'est celui qui regroupe l'ensemble des projets qui concourent à la poursuite d'exploitation des réacteurs. Et ce sont les réexamens périodiques qui portent l'amélioration des objectifs de sûreté. Et c'est tout à fait vrai que dans le 4e réexamen périodique du palier 1300 MW, comme ça a été le cas pour le 4e réexamen périodique du palier 900, tous nos objectifs sont de tendre vers les objectifs de sûreté du palier le plus récent, donc le palier EPR. Mais tout ça sera détaillé dans la séquence à venir et M. Salvatore notamment en parlera. Mais voilà, donc ce n'est pas un objectif du grand carénage, mais c'est bien un objectif du 4e réexamen périodique du palier 1300, vous avez raison. Et enfin, concernant la dernière question qui portait sur la sécurité et plus globalement sur la protection contre les actes de malveillance, ce n'est pas l'objet de la concertation de ce soir et ce sujet ne relève pas d'ailleurs des prérogatives de l'autorité de sûreté nucléaire, mais du haut fonctionnaire à la défense. Et ce sont 2 autorités indépendantes et compte tenu du sujet que cela évoque, en particulier vis-à-vis des actes de malveillance, je ne suis pas habilitée à en parler ce soir et le sujet est d'ailleurs confidentiel. Vous comprendrez aisément qu'on ne peut pas parler de ces sujets devant tout public. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter un mot? Donc, j'adhère à ce que dit Madame Pellet, mais néanmoins, c'est une question
absolument cruciale qui se pose au public et ça revient d'ailleurs très, très régulièrement dans les sondages et c'est la raison pour laquelle il y aura un webinaire thématique sur ce sujet précis. Voilà, mais effectivement, l'autorité de tutelle pour tout ce qui concerne la sécurité des installations, c'est le HFDS. Tout à fait. La défense. Et comme il n'est pas là ce soir, je pense qu'il faudra effectivement convenir d'aborder le sujet dans un autre cadre. C'est convenu. Il y avait également une question sur le fait que les diaporamas soient transmis avec le compte-rendu. Donc peut-être qu'on pourra y revenir aussi en fin de webinaire. Bah, ils le seront. Je pense qu'on peut dire tout de suite que bien sûr, tout ce qui apparaît ici sera mis à la disposition du public sur la plateforme. Très bien. Et comme on l'a vu, donc, il y a beaucoup de questions qui rejoignent déjà le sujet qu'on souhaite aborder ensuite, à savoir le 4e examen périodique et en particulier donc, des réacteurs de 1300 MW. Donc je propose qu'on passe à la séquence suivante de présentation sur ce sujet-là, avec les interventions de l'Autorité de sûreté nucléaire, d'EDF et puis de l'Institut de radioprotection et de sûreté du nucléaire. Donc allez-y, donc Monsieur Cateau, Rémi Cateau. Et on aura à nouveau un temps d'échange ensuite. Bonjour à tous, donc je suis effectivement Rémi Cateau, je suis directeur des centrales nucléaires de l'ASN et donc je vais vous présenter à la fois le processus du réexamen périodique et le rôle de l'ASN au cours de ce réexamen. Slide suivant. Oula, alors là il y a un problème de mise en page, je suis désolé. Peut-être que ça vaut le coup que s'il y a un problème dès la première page, peut-être que je peux partager moi-même, parce que sinon ça ne va pas le faire. Est-ce que je peux le faire? Est-ce qu'on peut, là c'est du texte, voir si ça continue. On y va, allons-y comme ça. Ouais. Oui, donc je voulais commencer mon exposé en rappelant, comme l'a fait déjà Mme Pelé, que les installations nucléaires françaises sont autorisées sans limite de durée, mais en contrepartie, tous les 10 ans, l'exploitant doit réaliser un réexamen périodique. Donc ces réexamens périodiques, ils permettent de réexaminer la sûreté des installations et ils s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue. Les réexamens périodiques permettent aussi, et c'est le rôle de l'ASN in fine, de définir les conditions de la poursuite de fonctionnement des installations. Alors, nous parlons là du 4e réexamen périodique des réacteurs de 1300 MW. Ce réexamen revêt une importance particulière puisque EDF avait retenu, lors de la conception de certains des systèmes, une hypothèse de 40 années de fonctionnement. Et donc, réinterroger ces 40 années de fonctionnement, ça nécessite d'actualiser des études de conception ou de remplacer les matériels qui ne pourraient pas être justifiés pour une durée plus longue. Slide suivant. Alors, un réexamen périodique a en fait 2 volets. Le premier volet, c'est un examen de conformité. Donc, il s'agit de vérifier que les installations sont conformes aux règles de sûreté qui leur sont applicables. Alors, en termes opérationnels, ça se traduit par différentes démarches. Des revues de conception, il s'agit de vérifier que la conception initiale est toujours appropriée. Des contrôles de la conformité, l'ASN pousse un maximum pour que ces contrôles soient des contrôles sur le terrain, des contrôles des matériels et des systèmes eux-mêmes. Des essais d'ensemble, donc il s'agit de tester des parties de l'installation dans des configurations qui ne sont pas exploitées en fonctionnement normal. Une épreuve hydraulique du circuit primaire principal, donc il s'agit de mettre sous pression le circuit primaire principal à une pression supérieure à sa pression de service, donc c'est une épreuve qui se fait à 206 bars. Une épreuve de l'enceinte de confinement du réacteur. Donc, l'enceinte de confinement, c'est le grand dôme en béton dans lequel se trouve notamment le circuit primaire et la cuve. Donc, cette enceinte de confinement est portée à une pression de 5 bars pour tester son étanchéité. Ensuite, il y a un grand volet, il y a une grande partie dans ce volet qui tourne autour des phénomènes de vieillissement. Donc, il s'agit d'identifier les phénomènes potentiels, de les surveiller. Et quand des phénomènes sont identifiés comme actifs, eh bien, il s'agit d'apporter un traitement pertinent. Enfin, je vous ai parlé du fait que certains matériels ont été conçus pour 40 ans. Donc, il y a des démarches qui sont mises en place pour justifier ce qu'on appelle la qualification, c'est-à-dire le fait que ces matériels puissent fonctionner dans les conditions au cours desquelles ils sont requises,
peut être étendue au-delà de 40 ans et jusqu'à 50 ans. Donc ça passe notamment par des essais de vieillissement accéléré. Slide suivant. Alors, le deuxième volet du réexamen, c'est la réévaluation de la sûreté. Donc, une fois dans le premier volet, on s'est assuré que l'installation est conforme aux règles qui lui sont applicables. C'est un peu le contrôle technique de l'installation. L'exploitant doit chercher à améliorer la sûreté de l'installation et la protection de l'environnement. Donc, en termes opérationnels, ça se traduit par la définition d'objectifs de sûreté plus ambitieux. Il a déjà été mentionné que pour les quatrièmes réexamens, l'idée de tendre autant que possible vers les objectifs de sûreté de la troisième génération de réacteurs. Il y a également des démarches, une fois qu'on a défini des objectifs de sûreté plus ambitieux, il s'agit de réévaluer l'ensemble des études de sûreté, et en particulier les hypothèses sous-jacentes, de réévaluer aussi les niveaux d'aléas des agressions auxquelles doivent pouvoir faire face les installations. Donc, Mme Pellet a expliqué ce qu'est une agression. Donc, typiquement, au cours de ces examens, il y a des niveaux d'aléas qui sont plus importants, qui sont retenus, par exemple des canicules plus fortes. Et donc, au cours de ce réexamen, l'exploitant doit modifier son installation pour pouvoir faire face à ces niveaux d'aléas plus importants. Et puis, je l'ai déjà un peu abordé, une fois que toutes ces études sont faites, il s'agit d'identifier les améliorations des installations qui sont nécessaires, tant des systèmes et des matériels que des modalités d'exploitation de l'installation. Slide suivant. Alors, EDF tire parti de la standardisation de ses réacteurs pour mener les réexamens périodiques. Comme ça a déjà été dit, l'ensemble des réacteurs de 1300 MW, les 20 réacteurs de 1300 MW ont été conçus selon un modèle qui est largement commun. Alors voilà, j'ai vu dans le chat qu'il fait référence à deux paliers, effectivement, pour le 1300 MW. Mais malgré tout, il y a des similarités qui sont très fortes entre ces 20 réacteurs. Et donc, EDF va déjà réaliser un réexamen périodique centré sur le modèle commun. C'est une approche globale qui est commune à tous les réacteurs. Donc, c'est ce qu'on appelle la phase générique. Cette phase générique, elle a commencé en 2017, elle se terminera en 2025. Une fois que cette phase générique a été traitée, ensuite EDF déploie ce réexamen sur chacun de ces réacteurs et intègre à ce moment-là les spécificités de chaque réacteur. Donc, cette phase spécifique se déroulera entre 2026 et 2035. Slide suivant. Alors, vous avez sous les yeux une frise qui présente l'ensemble des étapes du réexamen. Et je vais essayer de vous la présenter rapidement. Alors, est-ce que vous pouvez passer, cliquer? Voilà, donc vous avez là à gauche la phase générique du réexamen que je vous ai déjà exposée, qui est commune à tous les réacteurs de 1300 MW. Vous pouvez cliquer. Alors, cette phase générique, elle a commencé par une phase d'orientation dans laquelle EDF a défini les objectifs du réexamen et ces objectifs ont fait l'objet d'une prise de position de l'ASN en 2019, prise de position qui avait été précédée par une consultation du public. Donc voilà, les objectifs du réexamen ont été actés en 2019. Clique, s'il vous plaît. Ensuite, en fait, la phase suivante consiste à une phase assez longue au cours de laquelle EDF réalise l'ensemble des études de sûreté qui sont nécessaires à ce réexamen. Ces études, qu'on appelle des études génériques, donc encore une fois communes à tous les réexamens, conduisent EDF à rédiger ensuite une note de réponse aux objectifs, qui est un document dans lequel EDF justifie qu'il atteint bien les objectifs du réexamen. Et cette note de réponse aux objectifs est un des documents centraux support à la concertation que nous vivons en ce moment. Vous pouvez cliquer. À la fin de cette phase générique, la SN prendra position sur les conditions de la poursuite de fonctionnement qui sont applicables à tous les réacteurs de 1300 MW. Donc, cette prise de position interviendra en 2019. Ça permettra de clore la phase générique du réexamen et EDF pourra engager la phase spécifique à chaque réacteur. Vous pouvez cliquer. Merci. Donc, dans cette phase spécifique, vous trouverez, EDF réalisera une visite décennale, comme ça a déjà été exposé. Ensuite, EDF fera un bilan dans un rapport qui nous sera remis à la SN. Ce rapport fera l'objet d'une enquête publique
et l'ASN prendra position sur la poursuite de fonctionnement de chacun des réacteurs, un par un. On peut avancer. Merci. Alors, dans ce réexamen, dans ces réexamens, l'ASN a évidemment un rôle. Alors, le réexamen périodique est à la charge de l'exploitant. Donc, c'est bien EDF qui doit réaliser ce réexamen périodique. L'ASN a un rôle de contrôle, et en particulier, elle contrôle la bonne réalisation de chacune des étapes. L'ASN prend position sur les orientations proposées par EDF. Donc, je vous ai expliqué, ça a eu lieu en 2019. Ensuite, l'ASN a instruit l'ensemble des études de sûreté réalisées. En fait, elle l'instruit avec l'appui de l'IRSN. C'est l'IRSN qui va expertiser ces études de sûreté pour le compte de l'ASN. Ensuite, l'ASN procède à des inspections sur le terrain, en particulier pendant la phase spécifique du réexamen. L'ASN va contrôler la mise en œuvre des contrôles de la conformité et puis le déploiement des modifications qui sont liées au réexamen. Enfin, l'ASN va prendre position à la fin du réexamen sur les conditions de la poursuite de fonctionnement des réacteurs, d'abord de manière générique en 2025, puis réacteur par réacteur au fur et à mesure du déploiement sur chacun des sites. L'ASN a également un rôle d'information du public et l'ASN associe le public à chaque phase du réexamen. En particulier, l'ASN organise une consultation du public avant chacune de ses positions. Pour conclure, je souhaitais vous indiquer de la manière avec laquelle l'ASN prendra en compte les conclusions de la concertation. Alors, l'ASN prendra en compte ces conclusions dans le cadre de l'instruction du bilan de la phase générique du réexamen, en particulier dans le cadre de sa position qu'elle adoptera en 2025. Alors, elle prendra en compte ces conclusions de plusieurs manières. Tout d'abord, en s'assurant que les sujets soulevés lors de la concertation ont bien été examinés lors de l'instruction. Alors, évidemment, dès lors que ces sujets relèvent du processus de réexamen. L'ASN prendra également en compte les conclusions en orientant les instructions qu'elle mène sur les différents thèmes du réexamen. En particulier, les retours du public apportent un éclairage supplémentaire sur l'atteinte des objectifs du réexamen. Et puis, l'ASN veillera à ce que les produits du réexamen, en particulier les documents que l'ASN rend publics, permettent de répondre aux questions qui ont été soulevées par le public, en particulier au cours de cette concertation. Voilà, je vous remercie, j'en ai terminé. Merci, et je vais passer la parole pour poursuivre cette présentation à Stefano Salvatores de EDF. Donc, je vois qu'il y a déjà des mains levées, je les prends bien en note pour la phase d'échange qui va suivre. Monsieur Salvatores ? Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Très bien. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Madame la Présidente, merci de nous donner l'occasion de présenter dans les grandes lignes le contenu du réexamen périodique des 1300 MW, quatrième réexamen. Si on passe au slide suivant, je vais rapidement, du coup, vous brosser les ingrédients de ce réexamen. Qui porte donc, on l'a dit, Anne-Pelé l'a indiqué, porte donc sur les 20 tranches des réacteurs 1300. Cela représente en termes de périmètre 200 modifications de l'installation et une des clés de la réussite de ce réexamen sur le plan industriel, c'est l'anticipation, puisque nous devons intégrer un grand volume de travaux et de changements à l'installation, et pour cela, nous proposons donc un déploiement de phase et des travaux préparatoires qui débutent dès l'été 2024, avec une première tranche tête de série en 2026. Ce sont des investissements, Anne-Pelé a présenté le programme Grand Carénage, important et très significatif, puisqu'on est sur un montant de 6 milliards d'euros pour l'ensemble de la famille 1300. Et ce que nous devons réussir dans les prochaines années, c'est donc préparer en termes d'études, de contrats, de réalisation de travaux, de déploiement de ce programme. Évidemment, être dans un processus donc d'instruction, mais aussi de dialogue, d'où l'intervention de ce soir sur le contenu, et puis le lotissement, c'est-à-dire la répartition en deux grands paquets
des modifications à implanter sur les réacteurs pour pouvoir effectivement avoir une trajectoire industrielle et une intégration progressive sur les installations pour qu'elles soient correctement assimilées, ça a été évoqué tout à l'heure, par l'exploitant sur site. Il y a dans les étapes qui préparent devant nous un avis générique, M. Catto l'a indiqué, qui devrait intervenir en amont de la tranche tête de série mi-2025 et qui donnera donc la position de l'autorité nucléaire sur la progression, sur la proposition de ce programme. On passe au slide suivant. Donc le slide suivant, je ne vais pas rentrer dans la technique, je vais plutôt vous dire et vous redire qu'effectivement, le 4e réexamen a été pensé pour tendre vers les objectifs de sûreté de l'EPR. Cela constitue un volume de travaux inédit sur les installations de type 1300 MW. On tire bien évidemment le retour d'expérience du 4e réexamen de réacteur 900 qui sont en cours d'intégration d'un programme analogue en termes d'objectifs, mais aussi de contenu analogue à celui qu'on se propose d'intégrer aux 1300 MW. Donc, ce retour d'expérience, c'est bien sûr la transposition des travaux de modification d'installation hors, bien évidemment, spécificité. C'est également un retour d'expérience sur la manière de cadencer, de standardiser et d'intégrer tout ça sur nos sites. Et tout cela, finalement, en termes de sûreté, ça se base sur finalement un trépied. Alors, ça a été dit par M. Catto, il y a finalement 2 volets, la conformité et la réévaluation, et un moteur pour améliorer la sûreté, qui est le déploiement du noyau dur de modification, qui a été imaginé par EDF suite à l'accident de Fukushima, qui agit un peu sur tous les secteurs de la sûreté d'une installation. Donc, si vous regardez le transparent sur la droite, pas trop m'y alourdir, les fondations finalement de l'édifice RP 4e réexamen du 1300 MW, c'est la conformité, le maintien de la qualification, donc le vieillissement au-delà des 40 ans, et le remplacement des matériels qui échoueraient au test de poursuite de 40 à 50. Et puis, à gauche du transparent, vous avez finalement les 4 secteurs sur lesquels on va agir pour rehausser l'exigence de sûreté, travailler au niveau d'abord d'études, puis de travaux qui seraient élaborés pour répondre à ces objectifs réévalués, pour répondre aux objectifs de sûreté de l'EPR. Et le noyau dur agit sur tous les champs de la démonstration avec finalement, pour le dire de manière très très simple, un accroissement des ressources en eau et en électricité de l'installation pour faire face à des accidents hypothétiques ou des agressions externes, on a déjà parlé, qui interviendraient sur les réacteurs. Le slide suivant représente avec des codes couleurs finalement les 2 paquets envisagés de modification. Ça permet de visualiser que finalement on agit sur les 4 secteurs de la démonstration, sur les 4 champs de sûreté que sont les accidents avec ou sans fusion, c'est les 2 pavés à droite et à gauche du transparent, de la sûreté des piscines d'entreposage du combustible et sur les agressions. La deuxième phase alors une première phase sera déployée lors des visites décennales et la deuxième est déployée dans les arrêts qui suivent la visite décennale. L'important dans ce processus-là, c'est la cohérence, la standardisation et effectivement, cela a été dit et j'insiste, la bonne intégration et donc la formation et le temps pour nos équipes de se former à ces nouveaux systèmes et ces nouvelles procédures d'exploitation de l'installation ainsi modifiée. Si on passe au transparent suivant, vous avez là donc une vision d'ensemble de ce qui va être réalisé sur nos sites type 1300. Les hélicoptères et camions qui sont présentés à gauche du transparent rappellent que finalement c'est une combinaison de dispositions fixes
installés sur l'installation, de nouveaux systèmes qui apportent de l'eau et de l'électricité pour la sûreté de la centrale, combinés à des moyens réactifs en place sur le parc EDF depuis 2016, qui est la force d'action rapide nucléaire, apte à intervenir après un accident sévère pour pouvoir, à son tour, apporter de manière complémentaire et de manière totalement disjointe des installations fixes, des moyens mobiles pour secourir et préserver la sûreté, donc le refroidissement in fine. Donc tout ceci sur donc une période de temps d'une dizaine d'années, avec de premiers travaux en 2026 sur le site de Paluel, après qui nous réunit aujourd'hui, la concertation, l'instruction avec l'IRSN qui va prendre la parole, la position de l'ASN et finalement donc la préparation de nos travaux pour l'intégration. Merci. Et donc, pour conclure cette présentation et ce panorama général, donc en effet, comme vous le disiez, j'invite Monsieur Bodino de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à prendre la parole. Allez-y, monsieur. Merci. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Donc, je vais essayer d'être succinct et vous verrez au travers de ma présentation, finalement, ça va être plutôt une synthèse de tout ce qui a pu être dit par Monsieur Catto et Monsieur Salvatores. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Alors, juste pour rappeler que finalement, l'IRSN, c'est 1700 experts qui sont là pour évaluer les risques nucléaires et radiologiques et surtout identifier les moyens de les réduire. Chose importante, quand on voit les enjeux associés, il est important d'être à la pointe d'un point de vue scientifique et technique. Donc, on se base forcément sur une grosse partie de R&D en propre à l'IRSN pour challenger les modifications que EDF propose dans le cadre de ce examen. Et autre point important que Madame Naville a d'ailleurs rappelé dans son introduction, c'est la démarche mise en œuvre par l'IRSN d'ouverture à la société. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, vous allez voir au travers finalement de cette présentation, de ce slide, une synthèse de tout ce qui vient d'être dit et qui répond à un certain nombre de questions qui sont posées dans le chat. D'une part, on voit que pour pouvoir se prononcer sur cette prolongation de la durée d'exploitation, c'est comme le disait Mme Noiville, dans quelles conditions? D'une part, se baser sur tout le retour d'expérience des RP4 900, c'est-à-dire ce que EDF compte faire sur le réacteur de 1300 MW, c'est simplement une transposition des objectifs ambitieux qui sont actuellement mis en œuvre sur les réacteurs de 900 MW. Donc, ça veut dire que EDF, bien évidemment, va intégrer tout le REX technique des modifications du 900 pour les transposer sur le 1300, tout en y intégrant également la dimension des facteurs humains et organisationnels. Il y a une question, je crois, qui avait été posée par M. Blavet, si je ne me trompe pas, du REX des VD3 1300, avant de faire du RP4. Il était intéressant de tirer le retour d'expérience des VD3 1300. C'est quelque chose qui a été fait. L'IRSN s'est d'ailleurs prononcé, qui avait été la donnée d'entrée pour correctement dimensionner et définir les modifications du 900 MW en premier lieu. Donc EDF s'est réinterrogé sur son processus pour l'améliorer afin que les modifications soient plus facilement déployables sur ces réacteurs et bonnes du premier coup. Donc c'est quelque chose qu'on avait expertisé et qui est d'ailleurs en ligne sur notre site internet. Donc, tout le retour d'expérience, bien évidemment, l'IRSN va s'attacher à veiller que l'exploitant l'a correctement exploité. L'autre gros volet, finalement, M. Catto l'a très largement présenté, c'est évidemment la conformité, s'assurer que toutes les anomalies, les écarts et les événements déclarés par l'exploitant sont correctement pris en compte et vont au-delà, tant sur le retour d'expérience nationale, mais évidemment internationale. Donc, il y avait une question également sur des événements précurseurs. Bien évidemment, ces événements qui sont précurseurs, qui induisent une augmentation de risque fusion du cœur supérieure aux autres événements, eh bien, l'IRSN s'attachera à s'assurer que les modifications, soit matérielles, soit de procédures d'exploitation, sont correctement intégrées de manière pérenne dans le cadre du réexamen. L'autre gros volet, évidemment, c'est l'aptitude à la poursuite d'exploitation sur les gros composants qui ne seraient pas remplaçables, tels que la cuve ou les modifications faites sur les enceintes de confinement qui sont spécifiques aux 1300 MW avec les doubles parois pour s'assurer que finalement elles respectent les critères d'étanchéité voulus pour qu'en cas d'accident, il n'y ait aucun rejet dans l'environnement. L'autre point important aussi qui a été évoqué par quelqu'un de l'assistance, finalement, c'est quand on dit tendre vers les objectifs de l'EPR, eh bien, c'était bien cet objectif qui définissait finalement les améliorations de sûreté visées, tout en ayant à l'esprit finalement à faire néanmoins un compromis entre la complexification des installations
et l'objectif visé. Il ne faudrait pas qu'en voulant faire plus, ça devienne négatif d'un point de vue de la sûreté. Donc l'IRSN est vigilante par rapport à ça dans la définition des objectifs et la manière dont l'exploitant répond à ces objectifs. Sachant que le passage au RP4, le step de sûreté est vraiment très important. C'est quelque chose qui avait été souligné déjà dans le cadre de la concertation du RP4 900. Donc, il y a bien évidemment ce même step de sûreté pour les réacteurs de 1300 MW, ce qui implique, comme M. Stefano Salvatore l'a indiqué, deux lots de modifications. D'une part, il y a une réalité industrielle qui fait qu'un exploitant ne serait pas en capacité de tout faire sur un même réacteur, sur un même arrêt, mais surtout aussi pour que les personnels exploitants d'EDF puissent s'approprier l'ensemble des modifications et sachent exploiter correctement le réacteur une fois ainsi upgradé. Et enfin, le dernier point, ça a été évoqué, eh bien, c'est le solde de la prise en compte de tous les enseignements de l'accident de Fukushima avec finalement une intégration d'un très grand nombre de modifications qu'on appelle post-Fuku avec la définition de ce noyau dur qui seront mis au cours de ce RP4 1300 lors de la visite décennale. Donc on voit bien que finalement pour pouvoir se prononcer sur la prolongation de la durée d'exploitation, eh bien, il faut avoir une réponse sur chacun de ces items. Et c'est bien qu'une fois à la vue de l'ensemble de ces items, que l'ASN finalement pourra se prononcer, comme M. Cato l'a dit, début 2025. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc vous allez revoir cette fameuse frise temporelle, où finalement il y a eu toutes les orientations génériques. On pourrait se focaliser plus précisément entre 2020 et 2024, où on voit déjà que l'IRSN a remis 24 avis d'expertise à fin 2023. Tout à chacun peut retrouver l'ensemble des conclusions et des recommandations que nous avons faites sur le site internet de l'IRSN, tout est en ligne. Et l'année 2024 va être particulièrement chargée. Nous avons encore 10 avis d'expertise qui seront à finaliser cette année, avec 4 instructions majeures qui seront présentées en groupe permanent d'experts. Ça a été évoqué notamment sur tout ce qui est études d'agression, avec en particulier, comme Mme Pelé de DEF l'expliquait, toutes les agressions climatiques, comme M. Blavet, je crois, posait la question, la tempête Ciaran, tout ça, bien évidemment, c'est du retour d'expérience qui est intégré dans le cadre de nos expertises et sur lequel nous challengeons EDF pour savoir si la suffisance des modifications proposées est bien là. Nous avons également en novembre tout ce qui touche les études d'accidents graves. Donc, il a été évoqué aussi l'introduction du MOX. Eh bien, ça veut dire qu'il y aura 2 gestions combustibles sur les réacteurs de 1300 MW qui peuvent amener des modifications sur les réacteurs. Eh bien, tout cela va être expertisé par l'IRSN et débattu en groupe permanent d'experts. Nous aurons également tout ce qui est accident grave, c'est-à-dire eh bien, avec fusion du cœur. Et donc, est-ce que ça amène des modifications supplémentaires? Vous verrez sur mon slide suivant, oui, il y a des modifications, des stratégies qui sont là pour finalement éviter le percement du radier, c'est-à-dire le fond du bâtiment réacteur. Et puis, mi-décembre également, point emblématique mais absolument nécessaire, l'aptitude des cuves à être exploitée 10 ans supplémentaires au regard de leur état actuel et des projections. Donc on se rend compte que finalement, c'est sur 38 avis d'expertise pour ces 20 réacteurs, c'est sur cette base-là et sur les avis des groupes permanents que l'ASN pourra se prononcer en 2025. Slide suivant. La vertu de slide, c'est simplement dire que quand on est sur des phénomènes très complexes et que, par exemple, dans le cas de la limitation du risque de percement du radier, eh bien, il faut faire de la R&D. Et c'est bien en cela, sans faire de R&D, on serait incapable de définir correctement, finalement, des procédures de gestion optimale on va dire, en cas d'accident grave et surtout de repousser le percement du radier, d'autant. Et ça, c'est bien la R&D qui l'a mis en évidence, c'est que de par la nature, finalement, des bétons, on peut être amené à faire des modifications sur des réacteurs spécifiques qui ne seraient pas faits de manière générique. Typiquement, dans le passé, ça s'est déjà fait, épaissir les radiers pour repousser finalement ce percement. Slide suivant, et ça sera mon slide de conclusion. Vous voyez, j'ai essayé d'être synthétique. C'est une expertise qui va bien évidemment tenir compte des préoccupations de la société civile. Nous l'avons fait dans le cadre de l'ensemble de nos expertises qui ont été menées pour les réacteurs de 900 MW. À ce titre, nous avons d'ailleurs fait un rapport de reddition des comptes du RP4 900 qui est disponible sur notre site internet et sur lequel vous pouvez accéder directement
en flash codant ce QR code. Donc, comme les slides seront mis à disposition, vous pourrez y accéder très facilement, où vous allez retrouver finalement toutes les questions qui ont été posées dans le cadre des concertations des réacteurs de 900 MW et finalement où vous pouvez trouver la réponse dans le cas des expertises de l'IRSN, c'est-à-dire qu'en fonction des questions qui sont posées, on vous donne le lien pour trouver la réponse qu'apporte l'IRSN à la question posée. Autre point important, c'est le dialogue technique qui a été engagé avec l'ANCLI, avec l'ASN et EDF. Ces dialogues techniques sont essentiels car ils permettent finalement de prendre le pouls et déjà avoir les questionnements de la société. Sinon, on se rend compte qu'il y a déjà 3 réunions thématiques en mars, mai et octobre 2003 qui ont été engagées. Et bien évidemment, dans le cadre de cette concertation des réacteurs de 1300 MW, nous font strictement la même chose que pour le 900. C'est-à-dire qu'en tout cas, pour l'IRSN, il apporte d'apporter à chacun qui est là en ligne ce soir, mais également lors de toutes les réunions des CLI auxquelles nous participerons et lors des webinaires, une information claire et objective, c'est absolument essentiel. Issue des expertises de l'IRSN, nous serons capables de présenter nos conclusions et de les justifier, et puis nourrir la réflexion aussi de l'IRSN avec les questions et préoccupations soulevées par le public, notamment la manière d'apporter les réponses les plus claires possibles. Donc voilà, j'en ai fini avec ma présentation en ayant essayé d'être très succinct. Merci aussi à tous les trois d'avoir pris le soin dans vos présentations de répondre à certaines des questions qui ont été posées dans le chat. Et je vais à nouveau ouvrir donc les échanges avec l'ensemble des participants. Donc il y a plusieurs personnes qui se sont déjà manifestées avec une main levée depuis un petit moment. Je pense à Monsieur Letron et puis Monsieur Hibernon. Donc Monsieur Letron, allez-y, et puis ensuite on prendra la question de Monsieur Hibernon. Merci de me donner la parole. Je vais être extrêmement rapide. Là, on a plein de présentations techniques, mais je ne me rappelle pas avoir eu un avis de l'ASN sur la fermeture de Fessenheim. On a quand même fermé Fessenheim sans aucun avis technique négatif. Donc, vous voyez que vos diaporamas, vos diapositives sur tout ce qui est technique, bah, parfois ferment. On ouvre sans vous demander votre avis. L'autre chose, en ce qui concerne EDF, je ne comprends pas pourquoi EDF laisse RTE faire les scénarios de consommation d'électricité, alors qu'il me semble qu'il y avait une direction études et prospectives il y a quelques années qui était parfaitement compétente pour faire le travail. Parce que EDF ne peut pas à la fois avoir l'exploitation du parc sans savoir quels vont être les besoins. Et ce n'est pas les trucs approximatifs de RTE qui sont dictés par je ne sais pas qui, peut-être Négawatt, qui vont faire avancer les réflexions. L'autre chose, attendez, je termine, la dernière chose, parce que si on parle de sécurité, la sécurité, elle est mise en œuvre par des salariés. Et dans le nucléaire, il faudrait peut-être prendre en compte un peu plus spécifiquement les salariés. Aujourd'hui, EDF traite les salariés un peu comme l'ensemble des salariés d'EDF, et ça, c'est pas très bon pour la sécurité. Et l'autre chose, le recours à ce que disait l'intervenante précédente, à tout ce qui était prestations externes, n'a pas empêché des surcoûts phénoménaux pour Flamanville. Donc, je crois que les problèmes de sécurité, il y a à la fois tout ce qu'on présente de technique, mais le capital variable que sont les salariés, avec un bon statut, une bonne connaissance des procédures, c'est essentiel à l'application de la sécurité. Merci, monsieur. Vous êtes en effet plusieurs à évoquer la place des salariés dans le processus de sécurité. Je voudrais maintenant passer la parole à monsieur Hibernon et puis monsieur Blavette pour peut-être une dernière question avant de redonner la parole aux intervenants. Allez-y, monsieur Hibernon. Bonsoir tout le monde. Voilà, je me présente. Donc, je suis un ancien de l'EDF, en inactivité. J'étais un expert du contrôle-commande. Donc, je suis en activité depuis 2013. Donc, j'ai quitté la maison depuis assez longtemps. Donc, les questions de VD3, tout ça, j'avais bien lancé, enfin, à l'époque, avec bien sûr les collègues, on avait bien suivi les observatoires vieillissement contrôle-commande. Et ma question porte justement sur le vieillissement du contrôle-commande récent. Comme vous le savez peut-être pas, mais bon, vous n'êtes pas expert, bien sûr. Le contrôle-commande 1300, il est fait par un seul automate qu'on appelle le contre-bloc,
qui gère toutes les fonctions qui ne sont pas de sûreté, sachant que les fonctions de sûreté sont gérées par des automates de bien sûr sûreté. Donc, dans cet automate, à l'époque, en 1980, on avait intégré toutes les fonctions qu'on appelle, nous, 2E, IPSNC, non classées, ce genre. Et à l'époque, comme le RCCE n'existait pas, tout avait été mélangé. Donc, ça, ce n'est plus. Il me semble, à notre époque, qu'il faudrait qu'on évolue quand même pour séparer un peu toutes ces fonctions de sûreté qui sont mélangées dans un automate un peu fourre-tout. Sachant qu'en plus, cet automate, bon, il est géré, il a été créé en 1980, je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec des microprocesseurs qui sont maintenant introuvables. Donc, on avait déjà posé longuement la question à la direction en 2000. Ils nous avaient dit non, en VD3, on ne fait pas, on va encore essayer de le faire tenir 10 ans de plus. Bon, maintenant, on y est, on est en VD4. Si on veut aller en 60 ans, je vous assure qu'il faut absolument qu'on travaille sur les études de rénovation de cet automatisme. Alors, c'est compliqué parce qu'il gère en même temps les automatismes de tranche et les alarmes, salle de commande, donc c'est assez compliqué à faire, mais on a les études qui vont bien à l'EDF, et si on donne l'argent qui va bien, je pense qu'on y arrivera, quoi. Donc ma question est, est-ce qu'il est prévu de faire la rénovation du contre-bloc dans la VD4 1300? Voilà, merci beaucoup. Merci à vous et merci pour cet exemple concret. Et puis on peut terminer avec la question de Monsieur Blavette. Oui, j'ai déjà beaucoup posé de questions. Non, mais très rapidement, on raisonne, j'ai l'impression, comme si l'exploitation des 1300 n'allait pas évoluer. Or, dans le PNGMDR, et je crois dans la loi, il est bien indiqué le souhait de l'État, et je parle en présence de M. Bouy, qui peut me corriger si je dis une bêtise, il serait question de moxer les 1300. EDF, c'est à Palo Alto, je suis fatigué, mais expérimente, je crois, en ce moment des précurseurs MOX. Qu'en est-il de cette expérimentation dans la mesure où il m'apparaît, sans être expert, que ça demanderait, je parle bien au conditionnel, une adaptation des installations. Et une question là que m'inspire le précédent intervenant, je croyais qu'en VD3, on était passé en conduite numérique. Alors, c'est peut-être différent du contrôle commande et des points spécifiques qu'il vient d'aborder, points très intéressants soumis par le précédent intervenant, mais j'avais l'impression qu'il y avait une intention d'EDF d'agir sur ces points. Qu'en est-il? Est-ce efficient? Et je suis très intéressé par les réponses qui seront apportées aux interlocuteurs précédents. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Je vais redonner la parole aux intervenants, peut-être en se focalisant sur les questions qui sont vraiment à l'ordre du jour de ce soir. J'ai entendu les premières questions sur l'avis de l'ASN sur la fermeture de Fessenheim et sur les scénarios bâtis par RTE. Peut-être que c'est moins le sujet de ce soir et vous avez peut-être quand même des éléments à apporter dessus, mais en tout cas de bien répondre aux autres points qui ont été soulevés par les différents participants. Qu'est-ce qui prend la parole côté intervenant pour répondre? Qui veut commencer? Oui, ouais. Allez-y. Ouais. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, je vais peut-être repartir des dernières interventions sur le champ technique et sur effectivement le contrôle commande. Alors, plusieurs éléments. Faire évoluer ces éléments-là, c'est complexe, ça a été dit. Là, on est en plein dans plusieurs domaines. Un, le domaine de la qualification de cet ensemble pour passer les 40 ans. Donc, effectivement, c'est l'exercice qui est en cours et devant nous pour voir quels sont effectivement les éléments constitutifs du contrôle commande du 1300 qui doivent être remplacés pour aller jusqu'à 50 ans. Dans les propos qui ont été tenus tout à l'heure, il a été fait mention des 60 ans. Alors, effectivement, et c'est tout à fait vrai, le contrôle commande, de manière générale, contrôle commande numérique, nécessite, dès lors qu'on se projette au-delà de 40, voire au-delà de 50, d'avoir effectivement une vision réexamen pour effectivement planifier, étudier ces évolutions, en peser. Et c'est important de le peser avant de s'y engager, d'en peser effectivement les avantages et les dispositions qu'il faut prendre pour en accompagner ces changements qui sont effectivement très impactants pour l'exploitant.
Donc là, on est clairement sur des questions de vieillissement qui s'imposent à nous pour la prochaine décennie. Après, si on se projette plus loin, oui, effectivement, EDF, sur ces aspects de contrôle-commande, et pour en avoir aussi eu le retour d'expérience des étrangers, notamment les Américains, se pose effectivement des questions, mais plutôt sur un champ de la fenêtre de 20 ans, de examiner l'opportunité sur cette fenêtre-là, de retravailler ces sujets-là, mais avec vraiment une très grande vigilance sur éviter la complexification, éviter d'affaiblir la cohérence d'ensemble. Dans ce domaine-là, ce qui est très important, c'est l'humain, donc l'ergonomie, les fonctions de sûreté préservées, voire à améliorer, et en aucun cas de se lancer finalement dans une fuite en avant sur ce domaine-là où il peut y avoir effectivement un peu le mieux et l'ennemi du bien. Parfois des matériels relativement basiques qui peuvent avoir plein de qualités, et là-dessus, donc notre position aujourd'hui, c'est qualification et une vision pluri-réexamen pour éventuellement planifier avec le temps, en ayant le temps de le préparer, de le planifier, de le voir aussi avec les industriels, la manière d'aborder d'éventuelles rénovations dans ce domaine-là. Voilà, globalement, alors j'ai répondu à très grande maille, je retiens, je comprends que c'est un sujet d'intérêt, on verra comment le haut comité retiendra ces questionnements-là, mais effectivement, c'est en plein, non seulement dans les 40 ans du 1300, mais aussi dans des réflexions plus globales lorsqu'on se projette plus loin, puisque toutes ces questions d'obsolescence et de vieillissement sont exacerbées au fur et à mesure qu'on repousse l'horizon un peu plus loin. Merci. Il y avait une question également sur la place des salariés dans le processus de sécurité, avec notamment aussi des questions sur comment les sous-traitants peuvent anticiper avant l'arrivée du FARN. Je ne suis pas familière, je ne sais pas forcément ce que ça signifie. En tout cas, voilà, il y a plusieurs questions à la fois dans le chat et puis posées par les différents participants. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse qui peuvent être apportés là, ou est-ce que ça supposera un approfondissement ultérieur? Je vais me permettre de prendre la parole. Je pense qu'on je vais vous faire une réponse assez rapide. Je pense qu'on y reviendra. C'était d'ailleurs un sujet qui était présent à la précédente concertation à laquelle j'ai eu la chance de participer sur le 900. Sur les sous-traitants, on est clairement dans une logique de partenariat, et ce programme grand carénage, on ne le réussira pas sans une logique de partenariat et de très forte collaboration avec les industriels. Et donc les sous-traitants. Donc, sur ce thème-là, on est bien conscient qu'un programme de cette envergure-là, il faut le faire et le penser avec les industriels, et c'est d'ailleurs déjà le cas, puisqu'il est en cours sur le 900, et il y a une multiplication d'initiatives pour que vraiment on travaille la main dans la main sur ces sujets-là, tant au niveau du tissu industriel que sur l'attractivité de la filière, puisque c'est un enjeu clairement national sur lequel le pays nous attend et on ne peut pas ne pas être au rendez-vous. Donc, c'est des propos généraux, et je pense que sur les questions soulevées, on pourra y revenir plus spécifiquement peut-être sur des webinaires dédiés. Mais oui, les sous-traitants ont toute leur place et le programme, c'est bien l'ensemble. Et les salariés d'EDF sont évidemment, bien évidemment, en première ligne sur ce thème-là, puisqu'on est avant tout responsable de la sûreté de nos installations et de la surveillance de ce qui s'y passe et des travaux qui s'y déroulent. Oui. Donc, c'est peut-être des banalités, mais ça, c'est, je pense, et je crois que pour ceux qui y ont travaillé, c'est assez clair, un élément qui s'impose à nous au quotidien dans nos relations avec les gens qui sont sur nos sites. Merci. Merci. Je propose qu'on aille vers la clôture de ce webinaire. Donc, je vous rappelle que c'est un webinaire de lancement de la concertation et on sait qu'on n'a pas épuisé les débats ce soir. Il y a beaucoup de thématiques qui ont émergé, des sujets, de nombreuses interventions dans le chat et on vous en remercie. Et pour clore ce webinaire, je voudrais donner la parole. Alors, il me semble que les garants souhaitaient aussi dire un petit mot en conclusion. Je ne sais pas si Madame Brévent est toujours connectée, sinon peut-être Monsieur Laure. Et puis ensuite, j'aimerais redonner la parole à Madame Noisville. Monsieur Laure ou Madame Brévent, est-ce que vous souhaitez intervenir? Si vous voulez, oui, moi, je peux dire quelques mots. Alors d'abord, je
Je trouve que cette réunion a été, évidemment, a démarré un peu tardivement, mais a été très, très intéressante, que globalement, les questions étaient vraiment des questions tout à fait pertinentes et que il a été dans l'ensemble répondu. Il y a quelques tableaux ou quelques diapos qui étaient quand même un peu difficiles à comprendre, hein, je dois dire. Donc, il faudra probablement progresser un peu là-dessus. J'ai relevé quelque chose sur lequel il serait peut-être nécessaire d'apporter des éclaircissements. C'est que en quoi ce que les concertations, enfin les réunions techniques qu'organise l'IRSN sont concurrentes, complémentaires de ce qui est fait actuellement. Tout ça peut créer pas mal de confusion auprès du public, donc il y aurait probablement besoin d'éclaircir un peu cet aspect-là, parce qu'on a un peu l'impression que c'est la même chose qui est faite à quelques mois d'intervalle. En tout cas, c'est quand on le découvre, c'est le sentiment que j'ai eu. Je remarque également que les intervenants qui ont posé des questions tout à fait intéressantes étaient des gens qui étaient assez aguerris aux questions du nucléaire et qu'il y a eu peu de questions qui ont été posées par du public lambda en quelque sorte, et il va falloir aller le chercher parce qu'il doit se poser des questions et c'est intéressant qu'il pose les questions. Voilà, c'est essentiellement ce que j'ai retenu de cette réunion, qui était une réunion intéressante et bien conduite. Merci beaucoup. Et Madame Noisville? Oui, merci beaucoup. Moi, je voulais simplement conclure très très vite en 3 mots. D'abord, m'excuser à nouveau. Voilà, on n'est pas responsable, mais enfin, quand même, ça a été très désagréable. Donc, désolée pour ce pataquès. Ensuite, vous remercier d'être néanmoins tous ou presque restés fidèles au poste si tard. Il est presque 21h et il est grand temps d'aller dîner. Et puis, vous rassurer. C'est le 3e point, parce que à cause de ce pataquès, on a eu peu de temps pour le débat. Bon, c'était une séance d'installation de la concertation, ce qui justifie un peu plus une prise de parole univoque, d'exposer du pourquoi et du comment de la concertation. Il y aura beaucoup plus de place pour le débat au prochain rendez-vous, dont je vous invite à aller voir les dates qui sont déjà fixées et qui, pour d'autres, seront bientôt fixées sur la plateforme de la concertation, concertationsureténucléaire.com. Voilà, en vous remerciant infiniment tous et en vous disant à très, très bientôt. Merci. Et bonne soirée. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Merci à tout le monde. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonsoir.